Ok. Ok. Eh bien, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et donc, merci d'être si nombreuses et si nombreux. Ce midi, j'ai décidé de vous présenter en fait mes travaux de recherche actuels qui portent sur les politiques de tri à l'épreuve du numérique, avec un focus sur la question du logement social. Alors, peut-être pour introduire, quelques mots sur le projet de recherche Scoring que je conduis actuellement. Donc, c'est un projet de recherche qui porte sur les mécanismes de tri et de sélection dans des secteurs d'action publique qui sont marqués par de fortes tensions et par des situations de pénurie importantes. Donc, je me suis intéressée déjà au cas du logement social. Je m'intéresse désormais à la question de l'attribution des places en crèche. Dans les deux cas, on a des politiques publiques qui cherchent à organiser des appariements, c'est-à-dire à associer des individus et des ressources, donc un locataire et un logement dans un cas, un jeune enfant et un établissement d'accueil dans l'autre. L'attribution des logements sociaux comme l'attribution des places en crèche sont toutes deux marquées par des situations de pénurie très très importantes qui se traduisent par des files d'attente dans l'accès à ces biens et à ces services. Dans les deux cas, on a un cadre juridique et réglementaire qui est relativement flou, ce qui confère d'importantes marges de manœuvre aux acteurs qui sont en charge de définir en fait les priorités d'attribution. Dans les deux cas, on a aussi des systèmes d'appariement qui sont très décentralisés et qui sont fragmentés. On a plein d'acteurs qui sont à la fois publics et privés. Et les agents de proximité dans ces organisations jouent un rôle très important dans la qualification des demandes. Dans les deux cas aussi, des considérations en termes de mixité sociale et de peuplement occupent une place centrale. Et enfin, dans les deux secteurs que j'étudie, on a des instruments numériques dits de scoring ou de cotation, qui sont des instruments qui visent en fait à attribuer automatiquement des points à des dossiers en fonction des situations telles qu'elles sont appréhendées en amont. L'introduction de ces outils de scoring ou de cotation est toujours justifiée par des objectifs de transparence, d'égalité de traitement, de lutte contre les discriminations dans des secteurs qui sont marqués par de très importantes suspicions. Ce qui m'intéresse, c'est que l'introduction de ces outils de scoring marque en fait le passage d'une logique d'appariement qu'on appelle dédiée à une logique d'appariement dite bureaucratique. Donc, ce que j'appelle logique d'appariement dédiée, ce sont des appariements qui sont réalisés par des agents de terrain, par des humains, avec des jugements individuels et qui concernent en fait des volumes d'informations qui sont assez limités. Les appariements bureaucratiques portent, eux, sur des volumes d'informations plus importants, des dossiers, un nombre de dossiers plus important, et prennent souvent appui sur l'usage de logiciels pour la prise de décision. Et puis, on a aussi ce qu'on pourrait appeler des appariements algorithmiques qui, eux, brassent une masse très importante d'appariements dans un temps très contraint. On peut penser à Parcoursup ou encore à l'allocation des organes à transplanter. Donc, mon projet de recherche vise à regarder en fait ce qui se passe quand arrive ce type d'instrument de scoring. Comment ça affecte ou pas les modalités concrètes d'allocation des ressources, comment ça affecte le fonctionnement des organisations qui sont en charge de ces appariements. Donc, mon travail s'inscrit dans un chantier de recherche sur le numérique et l'action publique qui emprunte aux travaux sur la mise en œuvre des politiques publiques, sur la réception des politiques publiques, ainsi que sur l'instrumentation et les usages du numérique. Je m'intéresse à trois axes principaux. La question de la conception et de la circulation de ces instruments. Qui sont les promoteurs de ces instruments, qui sont les passeurs, quels sont les acteurs les plus centraux dans la définition des critères de priorité. Ensuite, je m'intéresse à la question des usages et des réceptions. Que fait le scoring aux organisations? Comment les professionnels de terrain s'approprient ces outils? Et enfin, je m'intéresse à la question des effets. Qu'est-ce que ça produit concrètement sur l'accès aux biens de ces populations? Et comment est-ce que ça affecte le rapport des citoyens à ces mêmes institutions? En termes de méthodologie, j'utilise principalement des méthodes qualitatives, ethnographiques, qui combinent des entretiens, des observations et des analyses documentaires. Alors, je m'intéresse, je fais des entretiens auprès de professionnels du logement, de professionnels de la petite enfance, ainsi qu'auprès de demandeurs de logement et de familles. Mes terrains actuels se situent dans la métropole de Grenoble, puisque je bénéficie d'un accès au terrain assez privilégié dans ce territoire. Alors,
En quelques mots, si vous voulez en savoir plus, je vous inviterai à lire l'article qui va bientôt paraître dans la revue Réseau, quelques éléments sur comment ça se passe sur le volet logement. Donc là, je ne parle pas des places en crèche, je m'intéresse uniquement à la question du logement social. Ce qu'on voit, c'est que depuis 2014, depuis un peu plus de 10 ans, on a une série de réformes qui justement ont pris pour objet la question de l'attribution des logements sociaux. On a pas moins de 4 lois qui ont été adoptées depuis 2014. Chacune de ces lois encourage les professionnels du logement à recourir au numérique, à chaque fois avec des motifs liés à la prévention des discriminations, à l'amélioration de la lisibilité des processus, à la transparence, à l'efficacité et à l'équité. La question du logement social a pendant longtemps cristallisé le mécontentement des citoyens et était perçue comme une source de clientélisme et de discrimination. Donc le législateur cherche à y répondre par l'outil numérique. Dans un premier temps, ça se traduit par des expérimentations au niveau local. Parmi ces expérimentations, on retrouve la cotation de la demande, l'outil de scoring dont je vous parlais tout à l'heure. En 2018, on a une loi qui généralise l'outil de la cotation à l'ensemble du territoire national. C'est l'État qui impose le recours à cet outil à tous les professionnels du logement. Sur le papier, c'est une rupture, puisque désormais, les acteurs du logement social doivent jouer carte sur table, s'accorder autour de priorités d'attribution, établir des grilles de cotation et les rendre publiques auprès des demandeurs de logement. Ça permet d'objectiver les choix réalisés et puis d'écarter les pratiques illégales sur le papier. Donc, mon interrogation, c'est comment la cotation recompose les pratiques professionnelles? Est-ce que ça permet de réduire effectivement le risque discriminatoire? Alors, pour travailler sur ces questions-là, je me suis appuyée sur une série de travaux qui portent sur la numérisation de l'action publique et qui mettent surtout l'accent en fait sur les ratages, sur les mises en œuvre difficiles liées à l'introduction de ces outils numériques et qui montrent qu'en réalité, ces outils numériques déstabilisent assez peu les pratiques des professionnels dès lors qu'en fait, il y a des routines et des ethos professionnels qui restent très ancrés. Mon enquête, spoiler alerte, en tout cas sur le volet logement, mon enquête confirme ces résultats. Ce que j'observe, c'est que le scoring dans l'attribution des logements sociaux, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Et pour l'expliquer, je mets en évidence 2 facteurs principaux. La mobilisation des acteurs dominants du système d'attribution, et cela au niveau national, mais aussi au niveau local. Alors, au niveau national, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des acteurs très puissants, les bailleurs sociaux, les élus locaux, qui bénéficient de relais au niveau parlementaire, à l'Assemblée nationale, qui leur permet en fait de bloquer les ambitions les plus réformatrices de la réforme. Ces acteurs, bailleurs sociaux et communes, élus locaux, vont en quelque sorte faire alliance pour dénoncer le caractère automatique des outils de scoring. Ils vont aussi dénoncer en fait une diminution de leur marge de manœuvre. Donc ils vont s'opposer, ils vont faire front contre cet outil de cotation. Alors néanmoins, la loi, elle passe, la généralisation est adoptée, mais en contrepartie d'importantes garanties qui sont apportées à l'époque par le ministre du Logement, Julien Denormandie. Ces contreparties sont les suivantes. La cotation est redéfinie comme un simple outil d'aide à la décision qui n'a vocation ni à orienter le rapprochement offre-demande, ni même à ordonnancer la file d'attente. Autrement dit, la cotation est obligatoire, mais elle n'est en rien automatique, ni même opposable pour les demandeurs de logement. Vous ne pouvez pas dénoncer une discrimination en vous appuyant sur votre cotation, par exemple. Cette définition très peu contraignante tranche très fortement avec les systèmes de scoring qui ont servi de modèle à l'outil de cotation au moment de sa visibilité. Je pense en particulier à la manière dont ça se passe au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Par ailleurs, les critères de priorité et les pondérations vont être définis localement au niveau des intercommunalités. La seule contrainte qui est apportée par le cadre légal, par le cadre réglementaire, c'est que le cumul des points associés aux critères locaux doit rester inférieur au cumul des points qui correspond aux critères nationaux.
Bon, concrètement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est fleurir des grilles de cotation assez différentes. Donc on voit que malgré tout, on a un outil très peu contraignant. Ces garanties, qui sont relayées localement par les fonctionnaires intercommunaux qui sont en charge de la mise en œuvre concrète de la réforme, vont relayer en fait ces éléments de cadrage, ce qui va se traduire par une réforme beaucoup plus acceptable. Dans le cas grenoblois, on observe en effet que la grille de cotation, elle est acceptée assez rapidement et sans accroc. C'est un vote quasi unanime au Conseil métropolitain en 5 minutes. Ce n'est pas un enjeu politique au niveau local. Comme le prévoit la loi, c'est la métropole de Grenoble, les fonctionnaires intercommunaux qui sont à la manœuvre. C'est la métropole qui fixe le calendrier de réunion, qui organise les groupes de travail, qui cadre les débats et les échanges, et qui relaie tout au long du processus réformateur les cadrages nationaux. Donc la cotation, c'est un outil d'aide à la décision, seulement un outil d'aide à la décision, et ça doit favoriser, je cite, l'efficacité du rapprochement offre-demande. Cette notion d'aide à la décision, elle rassure les acteurs locaux sur finalement la portée assez limitée de cette cotation. Ce qu'on observe, c'est que près de 2 ans en fait, après l'adoption de la grille de cotation, celle-ci n'est toujours pas utilisée, n'est absolument pas appropriée en fait, par les acteurs locaux. Alors même qu'elle a bien été adoptée, mais cela parce qu'elle est un outil d'aide à la décision. Alors, les fonctionnaires intercommunaux, eux, finalement, ils ont pu faire adopter cette grille de cotation dans les délais impartis, dans le temps imparti, dans le calendrier de la réforme, tel que fixé par l'État. On observe ainsi une forme de déplacement des buts. Souvenez-vous, la cotation, instrument de lutte contre les discriminations, instrument de transparence, d'équité de traitement. Là, en fait, on voit que progressivement, ça perd un peu cette finalité-là. En revanche, on est content parce qu'on respecte le calendrier de la réforme. Alors, localement, les acteurs de terrain, les professionnels de terrain, quand bien même cette grille elle a été adoptée assez facilement, ils lui adressent de très nombreuses critiques. La pertinence des critères qui sont retenus cristallise les critiques. La fiabilité aussi des points, des scores, est très discutée. Ce sont ces oppositions qui conduisent à la neutralisation de la cotation et au maintien des fonctionnements antérieurs. En particulier les objectifs de peuplement qui représentent toujours une part très importante du travail d'attribution. Et les communes restent perçues comme les acteurs les plus légitimes à intervenir dans ces processus d'attribution des logements sociaux. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une mise en œuvre en fait, assez technique de la réforme, dans laquelle les fonctionnaires intercommunaux vont jouer un rôle central. Je l'ai dit, ils cadrent les débats, ils avancent des propositions, ils anticipent des arbitrages politiques, et cela pour faire adopter cette réforme. Ils adoptent une posture assez consensuelle qui vise d'un côté à ménager les intérêts des acteurs locaux, tout en permettant l'avancement de la réforme. Cette approche-là, elle est assez emblématique de ce que nous raconte la littérature sur le gouvernement intercommunal. On observe surtout de l'évitement de conflits et de la dépolitisation dans le cadre de ces EPCI. Donc tout au long de la séquence de la mise en place de la cotation, on voit que la métropole de Grenoble, elle s'est vraiment mise au service des communes. Elle a endossé des fonctions de coordination, des fonctions de régulation, qui ont débouché sur une forme de statu quo dans les pratiques d'attribution, dans les pratiques concrètes. Pour autant, la réforme, elle n'a pas produit zéro effet. Maintien du statu quo dans les pratiques, mais on voit que la métropole, elle a quand même réussi à se positionner par rapport aux communes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc on observe des modifications dans les rapports de pouvoir entre les acteurs au niveau des systèmes locaux d'attribution. C'est la métropole qui organise le travail de socialisation des acteurs locaux, et par ce biais-là, elle se positionne un peu plus en fait, dans le champ des attributions. Alors peut-être en conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a j'ai essayé de déplier en très peu de temps l'ensemble des mécanismes qui participent à la neutralisation de cette cotation, tout en insistant sur des transformations assez discrètes, à bas bruit, dans les logiques de gouvernance. Ce qui me frappe quand même, et qui fait écho à un certain nombre de travaux sur les instruments numériques et sur les algorithmes,
c'est qu'il y a une rhétorique très importante de la transparence, de l'égalité de traitement, de la lutte contre les discriminations, qui est solidaire de la mise en place de ce type d'instrument, mais qui, dans une certaine mesure, contribue en fait à invisibiliser les pratiques discriminatoires des logeurs, puisqu'elle ne remet pas en cause profondément les pratiques d'attribution, elle ne permet pas de réduire le risque discriminatoire, mais d'une certaine façon, elle les invisibilise, elle les rend moins probables, parce qu'il y a une cotation, et qu'on affiche face au public que cette cotation, elle garantit en fait une certaine objectivité dans les appariements réalisés. Donc, dès lors, on peut peut-être dire que la promotion et la diffusion de ces instruments revêtent avant tout un caractère symbolique, avec des effets de légitimation sur le fonctionnement ordinaire des institutions. Voilà, je vous remercie pour votre attention.